Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2024 et bienvenue sur All That Jazz, toujours le premier podcast français consacré à la comédie musicale, et on s'appelle toujours Fanny et Anna, et on vous souhaite une excellente année 2024, plein de bonnes choses pour tout le monde, et notamment plein de bonnes comédies musicales. Et oui, très belle année à vous toutes et à vous tous. Et pour bien commencer cette année, nous vous annonçons le premier Cinéma Club, donc Cinéma Club du 14 janvier 2024, qui sera consacré au film All That Jazz de Bob Fosse. Donc All That Jazz présente All That Jazz, rencontre au sommet. Soyez nombreux et nombreux le 14 janvier à 17h, toujours au cinéma L'Archipel. Et oui, pour voir ce superbe film backstage et prémonitoire, auquel on a déjà consacré un épisode, que vous pouvez aller écouter pour en savoir plus, avant ou après la projection. Voilà, Palme d'Or 80, superbe film dont on pourra vous parler de manière développée après la séance du 14 janvier. Et maintenant... place à notre bilan annuel. En ce tout début d'année 2024, nous dressons donc le bilan de l'année écoulée, l'année 2023, en termes de comédie musicale. Alors, comme d'habitude, on a essayé de tout balayer, comédie musicale sur scène, sur grand et petit écran, en France et à l'étranger, voilà, All That Jazz ne s'arrête plus. Et on va commencer par la comédie musicale au cinéma. Et tout d'abord, la comédie musicale au cinéma en salle. Quels sont les films qui sont sortis dans les salles françaises cette année en matière de comédie musicale ? Eh bien, nous allons commencer par un film sorti en janvier de l'année dernière, donc il y a déjà presque un an. Il s'agit de Swing Rendez-vous de Jérôme Barry. Oui, Jérôme Barry qui est un auditeur du podcast et donc que l'on salue. Son film Swing Rendez-vous, vous en avez sans doute pas entendu parler parce que c'était vraiment une petite sortie en janvier dernier. C'est une histoire romantique autour d'un jeune homme qui est joué par le réalisateur Jérôme Barry qui part à la recherche de la partition perdue d'une chanson qui a, selon la légende, le pouvoir de faire tomber amoureux. C'est un film qui a pas mal de charme, mais aussi, je trouve, un côté un peu désuet également, notamment sur sa vision de l'amour. Oui, j'avoue qu'au début, ça me semblait pas mal éculé tout ça, en particulier l'influence écrasante de Woody Allen, à la fois dans la façon dont est dépeinte la ville de New York, ou le cliché du français à New York, la façon dont on parle des relations de couple, notamment cette idée qu'on peut tout à fait forcer une femme à tomber amoureuse de soi. Julia Roberts, dans Tout le monde dit I love you, s'en souvient déjà, enfin il y avait trouvé de pas mal de grosses similitudes à ce niveau-là. Aussi de la façon dont on dépeint les clubs de jazz à New York. Et même Jérôme Barry lui-même n'est pas sans faire penser physiquement à Woody Allen. Oui, c'est vrai un peu. Non, c'est évident qu'il y a une influence énorme de Woody Allen. Je sais qu'elle est évidemment assumée par Jérôme Barry. L'autre chose aussi qui est une référence claire, c'est la scène de danse en bord de scène vers la fin du film qui rappelle là aussi Tout le monde dit I love you. Mais en fait, j'ai trouvé qu'une fois cette évidence de la référence à Woody Allen dépassée, et si on choisit de voir le film comme un exercice de style, c'était plutôt réussi, assez chiadé, enfin c'est vraiment, on va dire, assez minutieux, pas du tout désagréable à voir, et bien fait. Et de toute façon, enfin j'ai envie de dire, nous on aime beaucoup cet univers-là, donc ça avait tout pour vraiment nous conquérir. Oui, le mieux, je trouve que c'est les scènes musicales à New York, les concerts dans des clubs, les soirées dansantes. On est vraiment plongé dans cette ambiance jazz et on sent que le réalisateur lui-même s'est vraiment immergé dans cet univers pour réaliser le film. Oui, les personnages sont très attachants et on se prend étonnamment à vouloir la fin de cette quête, de cette chanson mystérieuse. Et bon, je ne dis pas tout, mais on va dire qu'il y a une espèce de petit twist final qui fait un peu échapper aux clichés romantiques les plus éculés. Ouais, tout à fait. Et par ailleurs, je voulais signaler que c'est un film qui a été fait avec très peu d'argent et que le réalisateur Jérôme Barry a documenté la manière dont il a monté ce film. Sur la page Instagram du film, il a fait un making-of très complet, très intéressant de comment il a procédé pour réaliser ce film. Je vous conseille d'aller le voir. Alors, j'ai pas encore regardé, mais je vais aller le voir de suite, Anna. Mais en tout cas, savoir que le film a été réalisé avec très peu de budget le rend d'autant plus impressionnant, parce que ça se voit vraiment pas, je trouve, à l'écran. Enfin, ça tient tout à fait la route, malgré tout. Donc, bravo Jérôme, et on espère qu'il y aura d'autres comédies musicales que tu pourras nous proposer. Tout à fait.
Alors, le film suivant dont on voulait parler, c'est également un film français, qui lui est sorti en février, c'est La Grande Magie de Noémie Lovski. Alors, c'est un film qui m'intriguait plutôt, que j'avais envie de voir, mais je dois avouer que j'ai pas du tout aimé, on va y aller direct. Je trouve que l'intrigue est désuète, donc c'est un film adapté d'une pièce de théâtre des années 40, et voilà, ça tourne autour d'une histoire de jalousie, dont je trouve que là aussi c'est ringard et on s'intéresse pas du tout à l'histoire, je trouve. Oui, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet univers, hein. Pour le coup, ça m'a aussi fait penser à Woody Allen et plus précisément à Magic in the Moonlight, qui se déroule aussi dans les années 20 et qui est aussi sur l'univers de la magie. Mais en vraiment pas réussi. À un moment donné, je trouvais qu'il aurait pu y avoir quelque chose qui décolle sur la question de l'illusion, de storyline parallèle, parce que là encore, on vous dit pas tout, hein, mais il y a un personnage auquel on fait croire des choses dans le film. Mais vraiment là, ça tombe à plat, ça décolle pas à ce moment-là et ça finit par devenir très très pénible en fait. Je me suis colossalement ennuyée, j'ai eu du mal à finir. Bon, j'ai regardé jusqu'au bout, mais de façon vraiment pas convaincue et moi aussi, je suis passée un assez mauvais moment, je dois l'avouer. Il y a une chose en particulier que j'ai trouvé très pénible, et c'est vraiment, je suis au regret de le dire, c'est le one-man show de Denis Podalides en Mari jaloux. Mais je n'en pouvais plus. Denis Podalides, c'est un acteur qu'on aime beaucoup, que vous connaissez sûrement, qui apparaît dans énormément de films français, c'est un acteur de théâtre. Voilà, il a du charisme. Mais dans ce film, je trouve je sais pas, il est en roue libre. Je l'ai trouvé absolument insupportable. Alors que vraiment, c'est pas du tout mon avis général sur Denis Podalides. Mais là, voilà, je pense qu'il y a un problème général de direction d'acteur, en fait, que les comédiens, alors que c'est quand même un super casting, dans l'ensemble sont pas très bons, notamment dans les numéros musicaux, hein. C'est toujours le problème avec ces comédies musicales françaises où on décide que on va faire chanter et danser un peu tout le monde, et quand même tout le monde n'est pas bon en chant et en danse. Ceux qui sortent un peu du lot, je trouve qu'il y a François Morel, parce que il sait faire le show, et donc son numéro est plutôt sympathique. Il y a également Rebecca Marder et Judith Chemla, dont on sait que ce sont d'excellentes chanteuses. On les a vues dans d'autres films chanter, etc. Donc voilà, elles chantent très bien, mais elles restent pas très bien servies, je trouve, par le matériel musical. De manière générale, les moments chantés sont ici vraiment forcés. Alors c'est pas du tout même chorégraphié et relié à l'intrigue, hein. Ça semble ajouté à la dernière minute. En bref, pour moi, c'est pas vraiment une comédie musicale, hein. Et malgré toute l'estime qu'on porte à Noémie Lovski, franchement, c'est dommage que l'avance sur recette fléchée comédie musicale soit allée à un projet comme ça et pas à un vrai projet de comédie musicale. Oui, juste pour préciser de quoi il s'agit, effectivement, donc c'est le CNC, hein, le Centre national du cinéma, qui a donné il y a quelques années des aides spécifiques pour le cinéma de genre, qui ont été fléchées, comme tu dis, sur la comédie musicale. Je crois que c'était en 2019. Et donc, le film de Noémie Lovski fait partie des films qui ont été aidés par cette aide, et je vais pas commenter cet aspect-là, parce qu'évidemment, comme certains de nos auditeurs et auditrices le savent, je suis partie prenante, hein, je suis moi-même réalisatrice, donc j'ai quelques, on va dire, animosités. Mais là, effectivement, je trouve que, voilà, on aurait pu peut-être aider un film musical plus ambitieux et plus intéressant que celui-là, quoi. Voilà. Sur ce, rant over. Passons à toute autre chose. Il s'agit d'un film musical sorti en mai, et c'est le remake du classique d'animation de Disney, La Petite Sirène. Donc dans la lignée, hein, évidemment, de tous les remakes Disney auxquels on avait consacré il y a déjà quelques années un épisode, et qui semble être un filon qui ne va pas se tarir de sitôt. Dans cette lignée, La Petite Sirène 2023 a été réalisée par Rob Marshall, donc réalisateur dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est désormais devenu un réalisateur maison chez Disney. Et c'est un film qui est aussi produit par Lin-Manuel Miranda et Marc Platt. Donc pas mal de beaux noms, hein, dans cette production. On va être vraiment dans la lignée des adaptations live-action précédentes, qui va proposer, je trouve, quelques trucs intéressants, mais qui est de manière générale assez vain quand même au final. Donc dans le rôle de la petite sirène, on a Holly Bailey, qui est plutôt attachante, j'ai trouvé, et qui chante évidemment très bien. Et j'ai trouvé également le prince Eric, joué par Jonah Hauer-King, plutôt mignon, en regard du fait que le personnage est quand même un peu fade. Je l'ai trouvé assez attachant. Melissa McCarthy incarne Ursula, donc la sorcière des mers. Bon, elle est vraiment très bien dans ce rôle, et en même temps, elle en fait pas trop, hein. Ça aurait pu être ridicule, mais je trouve qu'elle trouve la bonne justesse. Par contre, le pauvre Javier Bardem en Triton, donc le père d'Ariel, le père de la petite sirène,
Et le pauvre assez ridicule. Enfin, c'est compliqué, hein, je pense de toute façon comme rôle, mais là, il est pas très bien servi. Et bon, donc globalement, hein, je pense qu'il y a quelque chose dont on reparlera peut-être, hein, qui est l'utilisation des effets spéciaux qui rend le truc bizarre à regarder un peu de bout en bout. C'est vrai que Javier Bardem, il est un peu grotesque, hein. Mais bon, c'est pas vraiment sa faute, hein. Comme tu dis, c'est les effets spéciaux, c'est le look qu'ils lui ont fait. Enfin, y a rien qui va, quoi. Vraiment, je le plains, nous le plaignons. Melissa McCarthy, je suis d'accord qu'elle s'en sort assez bien. C'est une proposition assez différente, hein, de celle de Pat Carroll dans le film d'animation. Il y a un peu moins le côté flamboyant, hein, du dessin animé, mais c'est quand même une proposition qui fonctionne plutôt bien, je trouve. Et donc, si on revient rapidement à cette question des effets spéciaux, donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, vous comprenez bien qu'une grande partie du film se déroule donc par définition sous la mer et que donc les personnages ont des queues de poissons, donc un certain nombre de manipulations numériques ont été faites pour réaliser cet exploit. Mais je me suis vraiment demandé en fait comment on filme ça. Enfin, ça m'intéresserait il doit y en avoir en plus de voir Oui, il y en a. des making of parce que enfin voilà, c'est toujours la même chose. Hein. J'ai du mal même à comprendre ce qu'est le travail d'acteur dans ces cas-là où j'imagine tu fais tout sur fond vert. Oui. Bon, bref, je sais pas si c'est les conditions dans lesquelles ça a tourné qui font que tout ce qui est sous mer me semble assez faux, hein, que ce soit dans le jeu des acteurs, sauf peut-être justement dans Ursula, comme dans la façon dont ils se déplacent. En fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a semblé très très étrange. Et globalement, j'ai vraiment préféré les scènes à terre, en fait, qui me semblaient beaucoup plus organiques, naturelles et réussies. Donc il s'agit, on l'a dit, d'une adaptation du dessin animé de 89, mais je précise aussi qu'il y a eu aussi entre-temps une comédie musicale sur scène. Donc la petite sirène, je le rappelle, a été adaptée à Broadway de 2007 à 2009, donc fait partie de ces quelques dessins animés qui ont connu une adaptation scénique. Mais ici, c'est encore une nouvelle proposition avec deux nouvelles chansons, à la fois par rapport à la version en dessin animé, mais aussi à la version sur scène. Oui, comme on l'avait dit dans notre épisode sur les remakes Disney, justement, étrangement, les remakes ne réutilisent jamais, ne vont jamais chercher du matériel, ni en termes de chansons, ni en termes de narration, des versions Broadway, en fait. Ils proposent une nouvelle adaptation. Et donc là, on a de nouvelles chansons, évidemment sur une musique d'Alan Menken, qui est le compositeur de la musique originale, et des paroles de Lin-Manuel Miranda. Alors parmi les numéros dont je me souviens personnellement, et je me souviens parce que je les ai notés sur le coup, hein, j'avoue qu'autrement j'ai eu beaucoup de mal à relire mes notes, tu verras d'ailleurs que j'ai supprimé un certain nombre de choses parce que j'avais des notes absolument incompréhensibles, mais en tout cas je me souviens que j'avais bien aimé le numéro qui s'appelle La rumeur est là, en anglais The Scuttlebutt. Ouais, c'est un morceau rap assez sympa dans lequel on entend évidemment le style de Lin-Manuel Miranda. C'est un duo entre le goéland, qui est joué par la rappeuse Aquafina, et Sébastien, le crabe, qui est joué par David Diggs, que vous connaissez parce qu'il a joué Lafayette et Jefferson dans Hamilton, le cast original. Mais à part celle-là, je trouve que les nouvelles chansons sont assez oubliables, notamment le solo du prince, le solo d'Ariel une fois qu'elle est arrivée sur Terre. Et pour moi, en fait, le vrai plaisir, mais comme à chaque fois que je vois ces remakes, ça a été de retrouver les chansons de l'original. Et en l'occurrence, j'ai bien aimé Sous l'océan, même si, comme tu le dis, le côté sous l'eau fait parfois un peu cheap. Il y a des passages assez sympas, justement, qui sortent un peu d'une espèce de reproduction réaliste des mouvements de l'eau, où on va avoir des poissons qui dansent, des décors très colorés, etc. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors personnellement, je me souviens que lorsque je l'ai vu en salle, j'ai été assez déçue par ce numéro, mais peut-être aussi parce que j'en attendais beaucoup par rapport au dessin animé. Ce qui m'a notamment perturbée, c'est qu'on rajoute à un moment donné une deuxième voix où Ariel répond à Sébastien, ce qui me semblait pas le cas dans la chanson originale. Bon, du coup, j'ai re-regardé le numéro avant qu'on enregistre cet épisode bilan. Je tempère un peu mon jugement. Je pense que, bon, voilà, c'est sûr que c'est très visuel, hein. On est comme dans l'original, dans une idée de débauche, de moyens de débauche spectaculaire. Mais peut-être que ce qui m'avait choqué, je pense, à l'époque, donc en mai dernier, c'est que c'est un peu fouillis, peut-être, à force, voilà, d'avoir autant de mouvements tout simplement à l'écran. Et je pense que c'est ça qui m'avait perturbé. Mais bon, le numéro n'est peut-être pas si raté que dans mon souvenir.
Il y a un certain nombre de modifications par rapport au dessin animé, et là encore, hein, dans une veine qui rejoint ce qu'on avait déjà pu observer sur les adaptations live action, notamment sur Aladdin. Ici, l'intrigue romantique, donc l'histoire d'amour entre Ariel et le prince Eric, est davantage amenée. C'est-à-dire qu'on les voit faire connaissance, on les voit apprendre à se connaître avant de s'embrasser, enfin, avant de finir ensemble. Hein. C'est la base, hein, lorsqu'on représente une histoire d'amour, on le sait. Mais c'était pas franchement le cas dans le dessin animé originel. Oui, moi j'ai vraiment apprécié que l'histoire d'amour soit un peu plus développée. Je pense que c'est l'aspect que j'ai le plus aimé en fait du film, c'est l'histoire d'amour. Hein. Je me suis sentie un peu midinette en voyant ce film. Voilà, l'histoire d'amour m'a touchée. Et en plus, la fin est moins précipitée. Il ne se marie pas direct, ce qui était quand même la partie, je trouve, presque la plus choquante dans La Petite Sirène originale. C'est qu'à la fin, genre au début, enfin elle est censée avoir 16 ans, elle est toute jeune. Et à la fin, genre ils se marient tout de suite. Ce qui n'est pas le cas dans le live action. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve, de modification. Des dialogues ont notamment été réécrits pour correspondre, on va dire, aux sensibilités des spectateurs et spectatrices d'aujourd'hui, mais parfois sur des trucs un petit peu absurdes, hein, et on frise vraiment, il me semble, la caricature, hein, du politiquement correct, telles qu'elles sont parfois dénoncées par nos ennemis d'extrême droite, hein, si on peut dire. On a notamment la suppression de la réplique d'Ursula lorsqu'elle est dans cette négociation là où elle lui capture sa voix en échange de jambes, en échange de la rendre humaine. Donc à ce moment-là, dans le dessin animé originel, Ursula disait que les femmes n'ont pas besoin de parler pour se faire comprendre, et plus encore que les hommes n'aiment pas les pipelettes, les femmes qui se croient savantes et tout ça. Donc ça a été supprimé, mais à un point où je trouve qu'on comprend pas tout à fait où elle va en venir. Parce que, en fait, je trouve que le dialogue, du coup, ça donne l'idée qu'elle lui enlève juste sa voix chantée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et pas qu'elle va juste devenir muette, en fait. Et ne pas pouvoir s'exprimer du tout. Donc je trouvais que c'était un peu bizarre comme coupe, ou en tout cas bizarre de réécrire comme ça. J'étais pas hyper convaincue. Sur le côté compréhension, je me souviens pas, mais moi je trouve vraiment que c'est le genre de suppression qui est vraiment absurde, parce que Ursula c'est une méchante. Donc le fait qu'elle dise des trucs du genre il faut pas que les femmes parlent trop, c'est une méchante quoi. Enfin je sais pas. Ça me si paraît les méchants peuvent même plus être sexistes. Oui, c'est ça. C'est ça. Je trouve ça très étonnant d'aller à ce point-là dans le truc. On veut pas heurter. Enfin, je trouve que c'est maladroit. Je pense pas que c'est des woke qui ont poussé pour qu'on coupe ça, quoi. C'est juste des exécutifs de Disney qui ont dit oula, peut-être que donc on va couper. Mais enfin voilà, c'est des choix qui sont un peu malheureux, je trouve. Autre film dont on voulait vous parler, le film Carmen, sorti en juin, que je n'ai pas vu, mais que Anna a vu. Oui, alors il s'agit du premier long métrage du célèbre chorégraphe français Benjamin Millepied, que j'ai trouvé personnellement être une déception. Donc comme son nom l'indique, c'est une adaptation contemporaine de Carmen, mais Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée. Pas l'opéra de Bizet, parce que la musique dans le film n'a absolument rien à voir avec l'opéra de Bizet. Hein. N'y allez pas pour entendre L'amour est un oiseau rebelle, etc. Ce n'est pas le cas. Et donc cette adaptation contemporaine place l'intrigue à la frontière américano-mexicaine avec des histoires autour de clandestins. Je trouve que la mise en scène est beaucoup trop grandiloquente, avec notamment une bande son très envahissante, avec des chœurs qui noient tout le film et qui empêchent l'émotion, en quelque sorte en lissant toutes les scènes, parce que du coup, comme toutes les scènes ont la même ambiance, toutes les scènes se ressemblent et on voit pas d'évolution. Les deux comédiens, on les connaît, c'est Melissa Barrera, qu'on a vu dans In the Heights dans le rôle de Vanessa, et Paul Mescal, notamment vu dans la série Normal People ou encore dans Aftersun, qui est un super jeune comédien qui maintenant commence à être très connu. Ils sont super, ils sont investis, mais ça suffit pas. On s'intéresse pas à leur histoire, pas à leur amour. Il y a des scènes de chant, donc évidemment, et surtout de danse. Ce sont les meilleurs moments du film, notamment un passage de danse hip-hop, il me semble, assez intense à la fin. Mais elles sont trop peu nombreuses pour sauver ce film dont le gros défaut, c'est vraiment ces propositions de mise en scène, quoi. Autre film dont on voulait parler, le film Phénomène de Greta Gerwig, sorti fin juillet. J'ai nommé, bien sûr, Barbie. Oui, alors on voulait vous en parler parce que c'est pas totalement une comédie musicale, mais il y a quand même plusieurs moments musicaux, donc on pensait que c'était intéressant d'en parler. Puis il y a plein d'aspects, je trouve, sur lesquels on peut revenir dans ce film.
Oui, l'aspect comédie musicale est notamment visible dès le début du film, hein. On a une sorte de numéro d'ouverture, cette présentation de Barbie Land où on assiste en quelque sorte à la morning routine de Barbie sur une chanson judicieusement intitulée Pink Goes with Everything. Mm. Donc c'est un numéro qui nous en met plein la vue. On a voilà des bouches de couleurs, enfin surtout du rose, hein, évidemment, de décors magnifiques et même quelques plans zénithaux à la Busby Berkeley. Donc on est vraiment ici dans une volonté de spectaculaire, d'entrer en matière spectaculaire dans le film. Un peu plus tard, mais aussi vers le début du film, on a aussi un grand numéro de danse avec toutes les Barbie et les Ken lors d'une fête tout à fait modeste que Barbie donne comme ça chez elle. Voilà, c'est un grand moment d'euphorie collective. Et ce qui est crucial, c'est que c'est au moment où ils sont en train de danser et de s'amuser le plus qu'elle a son premier flash où elle demande à tous ses convives: est-ce que vous pensez parfois à la mort? Voilà, c'est un espèce de moment de pause, puis ensuite tout reprend comme si de rien n'était, mais on comprend que tout ne va pas rester aussi parfait à Barbieland. Oui, autre numéro marquant, pour le coup c'est vers la fin, c'est le grand numéro I'm Just Ken, le solo de Ryan Gosling, donc l'interprète de Ken, entouré des autres Ken. Ça commence dans Barbieland où il y a une grande scène de bataille, mais ensuite on passe sur la traditionnelle Abstract Theater Space, une scène abstraite rose et bleue où l'ambiance va finir par changer et les Ken se mettent à danser le ballet et se font des bisous, c'est très très rigolo. Et dans l'ensemble, le film est extrêmement fun. Le scénario est très malin, je trouve, et évidemment extrêmement méta. Après, il y a toujours le côté un peu dérangeant, le côté c'est une pub, hein, c'est un film Barbie produit par Mattel, donc les producteurs des poupées Barbie. Donc évidemment, il y a un recul, une autodérision qui n'enlève pas l'aspect publicitaire, comme c'était le cas dans le film Lego, qui est un film que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, parce qu'il était extrêmement drôle, extrêmement méta. Donc voilà, c'était un aspect à garder en tête, sous prétexte de faire son autocritique. La marque se paye avec le film une campagne géante de revalorisation, on va dire, féministe. Oui, évidemment, hein, ça c'est sûr que c'est tout à fait problématique. Malgré tout, hein, sur le côté féministe, ce que je voudrais juste dire, c'est que ça a été beaucoup critiqué, mais que on entend quand même dans ce film des concepts dont il n'est presque jamais question au cinéma, et a fortiori dans un film de cette envergure, un film qui va s'adresser à un si vaste public. Alors ok, il y a beaucoup de choses, il y a des choses un peu malines et des choses un peu rudimentaires, on va dire, qui font un peu féministe 101, enfin introduction au féminisme. Mais il faut peut-être commencer quelque part, hein. L'objectif marketing est évident, c'est un film qui non seulement est tout entier construit autour d'un produit, mais met en scène l'histoire d'une marque avec voilà un storytelling. C'est sans doute cet aspect-là, moi, histoire de Mattel et tout ça, qui me semble le plus imbitable. Ouais. Mais bon, il y a aussi pas mal de bonnes choses, je pense. Alors oui, moi, j'avoue, ça m'a donné envie d'avoir des trucs roses et d'acheter des Barbie. Mais bon, vous savez, moi, je suis un peu consumériste, alors ça ne me dérange pas outre mesure. Je me dis que c'est un moyen de prolonger le plaisir du film. Pour rebondir ce que tu disais sur le propos féministe du film, c'est vrai que sur le moment, il m'a paru un poil appuyé, notamment il y a une scène évidemment qui a marqué les esprits, le grand discours du personnage joué par America Ferrara vers la fin du film où elle explique les difficultés de la vie des femmes, etc. Donc sur le moment, je me suis dit, oh, c'est un peu lourdingue quand même. Mais c'est vrai, et d'ailleurs America Ferrara elle-même l'a défendu comme ça, que j'avoue que c'est tellement rare de voir ça dans un blockbuster ultra populaire. En fait, c'est jamais arrivé, tout simplement, que un tel discours féministe ultra explicite, ultra clair soit dit comme ça à l'écran. Au final, je ne peux que saluer le fait que ça puisse exister, quoi, ce moment ultra féministe dans le film, et tout au long du film d'ailleurs, hein. Après, personnellement, ce que j'ai trouvé le plus marrant, c'est plus les petites blagues, les petites jokes féministes, comme les moments où on va se moquer des habitudes masculines, du mansplaining, etc. Ça, c'est ce que j'ai trouvé extrêmement drôle. Alors le moment qui m'a vraiment fait rire en salle, enfin j'avoue j'ai rigolé à gorge déployée, c'est le moment où Ken a son épiphanie sur le patriarcat du monde réel. Et voilà, il arrive devant une grande entreprise, il y a une espèce de montage de tout ce qui est masculin, mais au sens le plus large et absurde du terme. Et on a à ce moment-là d'ailleurs la reprise de l'intro de Ainsi parlait Zarathustra de Strauss, qui était déjà, vous savez, c'est le début de 2001, et c'était déjà en fait au début du film Barbie.
Et donc sur cette musique évidemment très grandiloquente, on a un montage où il voit des mecs faire de la muscu, conduire de grosses voitures, être à cheval, faire genre discuter de transactions financières. On a des images de Rocky, on a aussi des images de Grease Lightning, ce qui m'a fait beaucoup rire. Et en fait, voilà, c'est cet amalgame de tout ce qui est masculin qui lui procure un grand plaisir et qui après va le convaincre de vouloir reproduire en fait le patriarcat à Babylone. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Mais en revanche, ce qui m'a vraiment déplu, et ce qui me semble, pour le coup, objectivement problématique, en fait, c'est la fin du film. Le long mea culpa de Barbie à Ken, en mode les torts sont partagés, genre je t'ai pas assez écouté, c'est pour ça que t'es devenu un gros connard. Ben non, il est quand même devenu un gros connard qui a été foutre la merde dans Barbieland. Et le gag de la toute fin où Barbie, la première chose qu'elle va faire quand elle sera devenue entre guillemets une vraie femme, c'est d'aller voir le gynéco. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bizarre et assez malaisant. Donc ça m'a pas du tout plu. Voilà. Mais bon, de manière générale, je dirais que le film est très convaincant et très très plaisant au début et se perd peut-être un petit peu ensuite. Mais bon, ça m'a pas empêché d'être très contente de l'avoir vu et d'avoir très envie de le revoir aussi d'ailleurs. Oui, et je trouve aussi que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le film est très réussi sur le plan visuel aussi. L'univers de Barbieland est absolument foisonnant, le travail sur les décors est très très intéressant. Il y a aussi pour le coup pas mal de making-of qu'on peut trouver sur YouTube où on voit comment a été conçu cet univers très particulier, très rose. Et je trouve ça vraiment très inventif en fait en termes de mise en scène et d'image quoi. Et pour terminer sur les comédiens, Ryan Gosling est extrêmement drôle, je trouve, en Ken. Et Margot Robbie, qui est coproductrice du film et qui interprète Barbie, bien évidemment. Barbie stéréotypée. Oui, c'est ça, c'est stereotypical Barbie, ouais, c'est ça. Et même bien qu'elle soit stereotypical, elle est, à certains moments, étonnamment émouvante dans ce registre de jeu. Nous souhaitions ensuite vous parler de A Wish de Chris Buck et Fawn Veerasunthorn. Le film Disney sorti le 29 novembre, le film d'animation en fait qui va célébrer le 100e anniversaire des studios Disney et que je n'ai malheureusement pas pu voir parce qu'en fait je souhaitais le voir en anglais. Parce que Encanto, je me souviens, je l'avais vu en français et j'avais été assez déçue. Je m'étais dit, non mais les Disney, on peut les voir en français, les VF sont bien. Et bon, j'ai été quand même un peu déçue. Du coup, je m'étais dit, cette fois, c'est sûr, je le vois en anglais. Et ben, du coup, j'ai loupé les quelques séances en anglais qu'il y avait au Kinépolis amphithéâtre de Metz. Et du coup, après, j'ai pas pu le voir. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu. Je pense que je le verrai sur Disney+ dans quelques mois, du coup. Et donc, c'est Anna qui va vous en parler. Je vous en parle. Je suis pas très originale à vous dire que c'est pas un grand film, que c'est étonnamment plat pour un film qui est censé rendre hommage à l'ensemble des films Disney. Ça manque de vie, ça manque de joie, ça manque de célébration. Moi, j'étais là, je vais voir un film anniversaire. Alors, je sais pas ce que ça veut dire un film anniversaire, mais ça me vend du rêve, quoi. Je me dis, ça va péter. Et c'est pas nul, mais qui tombe un peu à plat, quoi. Donc, on va évidemment, comme c'est un film hommage, on va reprendre les clichés classiques du Disney, l'ouverture et la fin avec le livre de contes qui s'ouvre et qui se ferme, l'héroïne qui est une jeune orpheline, son père est mort, l'écriture des numéros musicaux avec notamment la I Want Song. On va avoir aussi quelques références par-ci par-là à d'autres films Disney. Je pense notamment, il y a une référence à Peter Pan et vers la fin, une référence assez amusante à Zootopie. Et le film est pas désagréable. Il y a une intrigue autour des vœux qui est une bonne idée. En fait, c'est tous les gens de ce royaume ont chacun un désir. C'est un peu le truc de Disney. C'est ce personnage qui a un désir. I wish, etc. I'm wishing depuis Blanche-Neige. Et donc, ces habitants confient leurs vœux au roi, qui est un roi magicien qui est censé faire le bien, etc. Bon, il va y avoir des retournements de situation. Donc, l'idée est assez bonne. Le scénario a été écrit par Jennifer Lee, qui est la scénariste notamment de Frozen. Bon, il y a des choix qui montrent un peu, on va dire, la modernité du propos, par exemple le fait qu'il n'y a absolument pas d'histoire d'amour dans le film. Mais le scénario s'effiloche assez rapidement, c'est assez répétitif. Le méchant n'est pas assez intéressant aussi, ce qui est quand même souvent la caractérisation du méchant fait beaucoup dans un film. On parlait de La Petite Sirène tout à l'heure, par exemple. Là, il fait pas vraiment peur et ses motivations en plus sont pas très claires, donc ça m'a un petit peu perdu. Et l'autre aspect aussi qui est décevant, c'est que la musique est pas très marquante, qui a été composée par Julia Michaels, qui est une chanteuse pop, avec Benjamin Rice.
Et je trouve que les chansons ne sont pas du tout restées en tête. Les seules que j'ai bien aimées, c'est la chanson d'intro, Welcome to Rosas, et aussi la I Want Song de l'héroïne qui s'appelle Death Wish, qui est d'ailleurs reprise à la fin. Je me demande un peu pourquoi ne pas avoir embauché Alan Menken pour un film hommage à l'histoire de Disney, alors que c'est lui qui a fait Disney depuis 35 ans, quoi. Pourquoi être allé chercher, j'ai rien contre ces deux jeunes compositeurs, mais du coup il manquait un peu de personnalité, je trouve, dans la musique, et aussi de lien musical. Je pense qu'il voulait faire quelque chose de moderne, de contemporain, mais du coup on perdait un peu le lien musical avec tous les films Disney qui ont précédé, que peut-être Alan Menken ou un autre aurait pu retrouver. L'animation aussi était un peu étrange, un peu hybride. Certaines choses étaient très belles, notamment les décors, dont certains évoquaient un peu les magnifiques décors, je trouve, de La Belle au Bois dormant. Mais j'étais pas fan des visages des personnages. Ça ressemblait un peu à une animatique de vieux jeux vidéo. Parce que c'est pas un film 3D, c'est un film un peu hybride entre la 3D que pratique désormais Disney, comme Frozen, etc., et la 2D à l'ancienne. Et le mélange des deux fonctionne pas très très bien. Mais je serais curieuse que tu me dises ce que tu en penses quand tu l'auras vu. J'ai quand même hâte parce que ça m'intrigue tout ça. Tu nous diras. L'autre film musical événement de cette fin d'année dont on ne va pas vous parler tout de suite, je suis désolée pour ceux qui attendaient notre avis parce que je sais que beaucoup de gens l'ont vu, le film marche très bien, mais nous allons repousser à un peu plus tard notre avis sur le film Wonka, donc qui est un préquel des aventures du célèbre Willy Wonka, donc de l'univers de Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl, etc. Parce que je souhaite depuis de nombreuses années, je pense, faire un épisode consacré aux comédies musicales adaptées de l'univers de Roald Dahl. Et donc cet épisode va arriver dans pas très longtemps, je pense dans quelques semaines, quelques mois. Et donc c'est à cette occasion-là que nous développerons notre avis sur le film Wonka. Eh bien, pour le moment, nous allons vous parler, après avoir évoqué les comédies musicales en salle, nous allons vous parler des films musicaux qui sont sortis sur les plateformes. Parce que, comme depuis déjà plusieurs années, on a pas mal de films de plateformes qui sont des films musicaux. Et tout d'abord, le film sorti le 23 juin sur Disney+, intitulé en français Le Meilleur, et en anglais je crois The World's Best. Oui, alors l'intrigue tourne autour d'un jeune collégien intello qui découvre que son père, qui est décédé, était rappeur. Donc il va se passionner pour ça et qui va lui-même vouloir faire du rap, etc. Je trouve que le film présente une relation très touchante, très mignonne entre le jeune héros et sa mère. C'est la partie qui m'a le plus touchée. Il y a aussi des propositions, on va dire, de mise en scène intéressantes, des moments stylisés, parce que le personnage a des visions, il a des fantasmes, où il se projette dans un autre espace. Notamment une scène assez marrante où il est transporté au moment de la rencontre entre son père et sa mère, parce que celle-ci lui raconte en fait la rencontre, et du coup il est projeté et il voit ce qui se passe et il commente en même temps. C'est plutôt habile. Oui, j'ai aussi bien aimé le tout début du film, en fait. Après, voilà, on comprend que c'est un rêve où on a des commentateurs qui commentent une compétition de mathématiques. Ça m'a fait penser au début de Pitch Perfect 2, là où on a sur scène des protagonistes qui s'affrontent, mais ici sous la forme d'une compétition de mathématiques. Et donc le père va apparaître, donc le père décédé, sous la forme d'un fantôme, d'une sorte d'ami imaginaire qui va parler à son fils. Je trouve là, pour le coup, ça m'a pas vraiment convaincu comme idée, mais bon, après c'est l'occasion évidemment de duo entre les deux. Oui, en fait, je trouve que le problème, c'est que la majorité des numéros du film sont justement ces séquences fantasmées de rap entre les deux, dans une ambiance un peu club ou concert. Enfin, c'est un peu toujours, je trouve, le même type de numéro. Et je trouve que c'est un peu lassant à la fin. Et à contrario, j'ai bien aimé les quelques numéros qui ne se déroulaient pas dans cet univers-là, mais dans des contextes plus réalistes, notamment un moment à la cantine du collège, donc où Prem répond à ses bullies, encore une fois sous la forme d'un rap, mais cette fois c'est dans l'enceinte du collège et du réfectoire. Ça faisait beaucoup plus finalement comédie musicale et ça m'a davantage parlé. Au niveau des comédiens, dans le rôle du père, on a Utkarsh Ambudkar, qui est par ailleurs dans la vie un rappeur. C'est un ami de Lin-Manuel Miranda qui faisait partie, il y a quelques années, du groupe d'impro dont Lin-Manuel Miranda faisait partie. Et c'est un comédien qu'on aperçoit dans Pitch Perfect d'ailleurs, et dans Tic Tic Boom. Et on a aussi un caméo dans le rôle du barman de Christopher Jackson, donc il est aussi un grand ami de Lin-Manuel Miranda, qui était dans les casts originaux de In the Heights et de Hamilton.
Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est un film globalement mignon, mais un petit peu mièvre et pour le coup assez peu second degré ou méta. Mais bon, faut pas oublier qu'on est quand même sur un truc pour enfants et il faut bien se dire aussi qu'à une époque, All That Jazz aurait peut-être fait un épisode entier consacré à ce film quand on était en pénurie de sujets. Donc voilà. Je comprends pas comment, à une époque, on n'avait pas de sujet au point de faire des épisodes sur le monde de Nate ou sur Trevor, la comédie musicale, parce que maintenant, on a trop de sujets, en fait. Bah oui. Non, mais je maintiens que notre all-time low, c'est quand même la captation de Trevor. Autant le film le Monde de Nate, bon, voilà, mais la captation de Trevor, c'était peut-être un peu... On fait notre mea culpa. Oui, il y avait un auditeur, je crois, qui était content qu'on ait fait parce qu'il avait bien aimé Trevor. Donc écoute, si une personne est contente... Autre film de plateforme dont je voulais vous parler, Flora and Son de John Carney, sorti le 29 septembre sur Apple TV+. C'est le nouveau film du réalisateur irlandais John Carney qui se spécialise progressivement dans les films autour de la musique, après Once, New York Melody et Sing Street. Flora and Son, ça raconte l'histoire d'une mère célibataire qui vit à Dublin et qui, pour occuper son fils délinquant, lui offre une guitare. Bon, finalement, ça lui plaît pas du tout comme cadeau et elle se retrouve à en jouer elle-même en prenant des cours à distance avec un musicien états-unien. Mais la thématique est finalement assez proche de celle du précédent, hein, puisque c'est sur la relation entre la mère et le fils. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre au vu du pitch, ce n'est pas plein de bons sentiments. C'est pas l'histoire d'une mère courage et de son fils malheureux qui vont devoir affronter des épreuves, etc. Le fils, et c'est un petit délinquant assez pénible. Elle, c'est une mère pas du tout exemplaire, elle en a marre de tout, elle est sans arrêt dans la provocation. Leur relation est très conflictuelle, elle est aussi compliquée par le manque d'argent et le manque de perspective dans la vie, ce qui donne au film un petit côté cinéma social britannique à la Ken Loach que je trouve plutôt agréable et qu'on retrouve assez souvent dans les films de John Carney, qui a aussi l'intérêt de rester fidèle à l'Irlande et de filmer toujours l'Irlande, notamment Dublin, mais pas que, et de présenter la vie des vrais gens, entre guillemets, ce côté cinéma social que je trouve intéressant. Au niveau de l'intrigue, il y a deux intrigues parallèles, donc l'histoire d'amour à distance entre Flora et son prof de guitare, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, un super comédien que j'aime beaucoup. Et deuxième intrigue, la collaboration musicale qui se développe progressivement entre Flora et son fils, qui va évidemment les rapprocher. Je trouve que le film a une sorte de ventre mou, un peu ennuyeux au milieu, entre un début vraiment très sympa et un final où l'action va se précipiter. Donc c'est un peu dommage, mais le film est plutôt cool et il m'a donné envie de reprendre la guitare, parce qu'il y a aussi une belle valorisation de ce que c'est l'instrument, la guitare, je trouve. Et voilà, je me suis dit, j'ai pas du tout le temps, mais je me suis dit que j'allais reprendre ma guitare. On se dit si elle a réussi à s'accrocher normalement, C'est ça. alors qu'elle avait zéro motivation à la base. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, merci Anna pour cette découverte. C'est toi qui l'avais noté sur la liste et j'avoue qu'il était totalement passé sous mes radars. Je me suis pas ennuyée. J'ai même pas trouvé que ça fléchissait à un moment. Et vous savez, chers auditeurs, chères auditrices, combien je m'ennuie facilement. J'ai trouvé tous les interprètes très convaincants, les personnages attachants et notamment celui de Flora, hein, qui est joué par Eve Hewson. Alors même que, comme tu le dis, ils sont vraiment pas exemplaires, hein, ils sont tous plus horripilants les uns que les autres. Et ont réussi effectivement à être malgré tout dans un feel-good movie, alors que voilà, la réalité qui nous est dépeinte est quand même assez poignante. Mais la fin donne vraiment un élan d'espoir et sans mièvrerie aucune. On n'est pas non plus dans le côté ils vont miraculeusement s'en sortir grâce à, je sais pas, un Deus Ex Machina absolument invraisemblable. Donc je trouve que c'est une bonne surprise et que c'est un film qui mérite d'être regardé. Autre film de plateforme, c'est Theater Camp, répétition générale en français, qui est sorti le 6 décembre sur Disney+, qui est un film dont on avait entendu parler depuis quelques temps, dont on se demandait s'il allait être dispo à un moment en France, et c'est le cas. Il est réalisé par Molly Gordon et Nick Lieberman, et écrit par ces derniers avec Ben Platt et Noah Galvin. Alors le pitch de Theater Camp, c'est le suivant. On a donc Joan, qui est la directrice d'un camp dédié à la comédie musicale, qui va tomber brusquement dans le coma et ça va être son fils, un influenceur raté, qui doit brusquement reprendre ce camp d'été en main et qui va découvrir surtout que la structure est dans une situation financière absolument catastrophique. Alors Molly Gordon et Ben Platt jouent deux amis trentenaires qui enseignent dans ce camp d'été. Noah Galvin, qui est le fiancé de Ben Platt dans la vie, pour info, joue un technicien du camp.
Je signale également la présence de Caroline Aaron dans le rôle de Rita, qui est plus ou moins la co-directrice du camp, ou en tout cas la collègue de John. C'est une actrice abonnée au rôle de mère juive qui a joué dans plusieurs films de Woody Allen et qui joue notamment le rôle de la mère de Joel Maisel dans The Wonderful Mrs. Maisel. Alors le film se présente sous le format mockumentary, donc faux documentaire, comme si quelqu'un venait filmer un documentaire sur la vie de ce camp qui est en difficulté financière. Donc on va évidemment avoir tout l'aspect backstage. Le spectacle de fin d'été est en danger, il y a la première du spectacle à la fin, il y a la star du show qui est remplacée au dernier moment, donc on a vraiment les clichés habituels du backstage. On a la présence d'intertitres dans ce faux documentaire qui sont souvent très drôles et décalés. Et le format mockumentary, globalement, va dynamiser et emporter, là encore, une touche méta sur ce genre très codifié du backstage et même ce sous-genre du teen musical, même si là, on s'attarde plus sur les problèmes des adultes que des enfants, voire même, on pourrait parler d'un sous-genre du theater camp musical, parce que moi, ça m'a beaucoup fait penser à Camp Rock, la série de téléfilms Disney, en particulier le 2e épisode de la saga où on a l'opposition entre le sympathique et authentique Camp Rock et le plus fortuné Camp Star. Et donc là aussi, on a une histoire de camp concurrent qui est juste à côté et qui veut racheter l'autre. Ça fait aussi penser à High School Musical et la série. Oui. Le format mockumentary. Et puis, la saison 3 de High School Musical qui était dans un camp d'été. L'opposition aussi avec, alors dans High School Musical, la série, c'était l'école concurrente, mais voilà, qui avait plus d'argent, etc. Donc on est vraiment toujours dans ces mêmes représentations. Donc on est sur un film qui va faire, on va dire, des portraits de theater kids, donc les jeunes fans de comédie musicale, jeunes et moins jeunes, qui sont présentés comme des marginaux excentriques et obsessionnels, autant les enfants que les profs d'ailleurs, avec une certaine autodérision. J'ai bien aimé le passage où Glenn présente à Troy, donc le fils de John, les différents groupes en disant lui, eux, c'est le cast de Rennes de l'année dernière. Eux, c'est les Fossy Kids. Faut pas s'offusquer s'ils claquent des doigts tout le temps. C'est leur seul moyen d'expression. C'est très drôle. Il y a une bonne ambiance dans ce film, je trouve. On sent que les interprètes s'amusent et il y a vraiment des moments très drôles, ouais. Alors, ce qui m'a fait, par exemple, pas mal rire, c'est la scène où Troy va recruter des enfants pour servir un dîner au Rotary Club. Et les gamins, c'est tellement des theater kids qu'ils pensent qu'ils sont dans du théâtre immersif. Et ils se disent, ah là là, mais on donne à ces gens leur première expérience de théâtre immersif, c'est trop cool. Ou alors, il y a un moment où ils font une espèce de grande incantation de sorcellerie, je crois, pour justement arriver à communiquer avec John. Et ils évoquent les noms de Patti LuPone, Idina Menzel, Audra McDonald, comme les grandes sorcières de la comédie musicale. Enfin, voilà, c'est complètement décalé et plein d'autodérision. C'est assez drôle. Oui, c'est vraiment adressé aussi aux fans de comédie musicale. Je sais pas si quelqu'un qui connaît rien à la comédie musicale voyait ce film. Je pense que c'est quand même assez niche. Oui, c'est clair. Alors du coup, avec ce format mockumentaire, le montage va être un enchaînement de mini-scènes qui rendent, je trouve quand même malgré tout un peu difficile de s'attacher vraiment au personnage et à l'histoire, notamment dans la première partie. Après, ça finit par prendre, et notamment la relation amicale entre les deux amis là, joués par Ben Platt et Molly Gordon, finit par être assez touchante. Oui, on a souvent l'impression que toutes les storylines et les personnages ne sont pas vraiment aboutis, que certaines choses sont lancées sans suite dans le film. Par exemple, cette idylle entre Troy et la méchante là de l'autre camp, c'est amorcé mais pas trop suivi ensuite. J'ai pas trop vu la finalité. Oui, voilà, c'est pas totalement abouti au niveau du récit. Après, ça reste très plaisant et les chansons aussi sont assez sympas. Donc, c'est pas une comédie musicale dans le sens où le récit n'est pas parsemé de numéros musicaux. Mais à la fin, il y a donc le spectacle de fin d'été. Et les chansons écrites pour l'occasion par les scénaristes, les 4 scénaristes, sont assez sympas, je trouve. Ça crée des moments assez touchants, notamment le final de ce fameux spectacle. Oui, ce spectacle dans le film, il est étonnamment réussi, alors qu'on a l'impression que les répétitions étaient un peu chaotiques. Le happy ending est plutôt chouette, et comme il a un petit côté décalé, là encore, ça fait pas trop totalement mièvre. Globalement, je m'interroge quand même sur l'existence même de telles productions, leur économie. Voilà, comme on l'a dit, c'est tellement spécifique et adressé au public d'aficionados hardcore de comédie musicale
On comprend aussi que c'est une économie qui a du sens dans le modèle des plateformes, où on peut produire du contenu pour un public très spécifique, même si le film a aussi connu une exposition, on va dire, en salle, puisqu'il a notamment, il a fait sa première au Festival de Sundance, et il a aussi apparemment été projeté en France. Oui, il a été diffusé au festival LGBT Chéri Chéri à Paris il y a quelques semaines, donc il y a quand même une petite niche que ça peut intéresser. Je pense que le film aussi n'a pas été fait avec un énorme budget, donc dans le cadre de cette économie, on va dire modeste, c'est bien que ce type de film puisse exister pour les gens comme nous. Autre type de film, autre type aussi pour le coup d'économie. Oui. Maestro de Bradley Cooper, sorti le 20 décembre sur Netflix. Un biopic sur le célèbre compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, comme vous le savez, compositeur notamment de West Side Story et On the Town. Alors, on vous prévient tout de suite, il ne s'agit pas d'un biopic classique qui va raconter la vie de Leonard Bernstein, sa carrière, etc. Il y a beaucoup d'ellipses. On n'a pas les détails de la carrière de Leonard Bernstein, notamment sur la partie comédie musicale, ce que j'ai regretté parfois, parce que j'aurais aimé qu'on voit plus Jérôme Robbins qui apparaît à un moment, qu'on voit plus Comden et Green, qu'on voit par exemple des répétitions de Broadway. Mais, comme on va le dire un peu plus tard, c'est pas le sujet tout simplement de ce film. Bradley Cooper a fait un autre choix. Oui, pareil, j'ai été très frustrée sur toute cette partie Fancy Free on the Town qu'on aperçoit. J'avais trop envie d'en savoir plus sur les tout débuts de Bernstein et notamment sur son interaction avec la bande comme Dan Green, Robbins. On les voit, ils sont présents, mais on les voit à peine. C'est dommage, mais bon, comme tu le dis, c'était pas le sujet. De manière générale, en fait, toute la carrière, j'ai l'impression, de Bernstein à Broadway est un peu évincée, même West Side Story, finalement, c'est à peine évoqué. On se concentre vraiment sur sa carrière de chef d'orchestre. Apparemment, Bradley Cooper a confié qu'il avait toujours rêvé d'être chef d'orchestre. C'est peut-être pour ça. Ah, c'est pour ça qu'il y a de longues scènes que je trouve très bien, d'ailleurs, où on le voit diriger un orchestre. C'est ça, où il se fait plaisir. Ouais. Oui, le film va se concentrer en fait principalement sur son mariage, le mariage de Leonard Bernstein avec Felicia Montealegre, qui était une comédienne avec laquelle il a entretenu une relation très intense et très aimante, mais rendue compliquée par le fait que Leonard Bernstein entretenait aussi en même temps des relations avec des hommes. Je trouve cette relation, moi ça m'a beaucoup ému ce film, décrite de manière très juste, très subtile, sans jugement. Chacun, même si il se comporte mal, notamment lui, effectivement. Mais bon, chacun a ses raisons d'être malheureux, de se sentir un peu coincé dans leur vie, et c'est pour ça que ça m'a ému. Moi, personnellement, j'avoue que j'en suis quand même ressortie avec une profonde antipathie pour Leonard Bernstein, qui n'était peut-être pas l'objectif désiré. Bon, même si ça se tempère effectivement un petit peu vers la fin du film, mais il y a quand même beaucoup de passages où on le voit vraiment se comporter comme un connard. Non, mais clairement. Mais pour moi, ça m'a pas empêché. Enfin, moi, j'ai vraiment, finalement, j'ai mis dans mon top 15 des meilleurs films de l'année. Ah ouais. Ça m'a vraiment ému. Je trouve ça très très beau, très émouvant. Moi, j'ai complètement pleuré dans la dernière partie. J'avoue que moi de mon côté ça m'a plutôt ennuyé et bon, vous connaissez mon classicisme, le fait que ce soit pas un biopic classique me frustre toujours. Moi j'aime bien mes biopics du berceau au cercueil. Et quand je finis sur Wikipédia pour mieux connaître la vie du personnage parce que j'ai rien compris, en général c'est mauvais signe pour le film. Ben oui, non mais je comprends, mais il faut prévenir nos auditeurs auditrices, faut pas le prendre ni comme un biopic, Oui. ni comme une comédie musicale. C'est autre chose, c'est un film d'auteur, un film sur un couple, une auscultation, c'est plus proche de Anatomie d'une chute que de je sais pas, les biopics qu'on a vus ces dernières années. Enfin voilà, et c'est pas non plus une comédie musicale. Cependant, il y a quelques passages musicaux dont certains sont très beaux. Notamment, c'est vrai que ça j'en aurais bien repris un peu plus, le moment un peu onirique au début où Leonard Bernstein danse parmi les marins de Fancy Free / On the Town. On dirait que c'est un peu un mélange des deux, comme si c'était la transition entre les deux. Oui, j'arrêtais pas de me demander, parce que j'avais peur de pas avoir bien suivi, comme toujours quand je décroche un peu d'un film, je dis mais alors là c'est Fancy Free ou On the Town, et j'en ai déduit que c'était vraiment les deux. Oui. Et oui, moi aussi c'est clairement mon passage préféré du film, c'est super beau, c'est en noir et blanc, on l'a pas mentionné, mais il y a un choix de faire le début du film en noir et blanc et ensuite on passe à la couleur. Bon, c'est sûr qu'il y a de vraies propositions, de vrais choix de mise en scène dans le film. Moi, le moment qui m'a absolument bouleversée, c'est la scène où Leonard Bernstein dirige une symphonie de Mahler dans une église. Il y a un plan séquence sur lui qui mène l'orchestre. Je trouve très beau l'intensité de Bradley Cooper à ce moment-là.
Et en plus, à la fin, le plan se finit, je vais pas en dire plus, si vous voulez voir le film, d'une manière très surprenante, très émouvante, qui m'a vraiment bouleversée. Je me répète un peu. Bradley Cooper, donc je trouve qu'il fait un boulot très impressionnant de mise en scène. Il est aussi très bon en tant que comédien. Il ressemble beaucoup à Leonard Bernstein, donc ça c'est toujours le truc. Moi, c'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement dans un biopic, le fait que l'acteur ressemble énormément à la personne qui joue. Là, évidemment, il y a un effort énorme de ce côté-là, grâce au maquillage, notamment donc un faux nez hein, qui reproduit le gros nez entre guillemets de Leonard Bernstein. Je sais qu'il y a eu une petite polémique sur le fait que voilà, quand on joue un personnage juif et qu'on n'est pas soi-même juif, mettre un grand nez. Bon, j'avoue que là, je suis un peu perdue sur est-ce que c'est une polémique qui a du sens ou pas. Bah, moi, j'ai vu que ces enfants, c'était les enfants de Bernstein, donc c'était fendu d'un post Instagram pour dire que ils étaient OK avec ça parce que effectivement leur père avait un gros nez. Donc ça m'a fait rire. Voilà, c'est-à-dire qu'il c'est un juif et il a un gros nez. Voilà. Donc bon, je comprends qu'on se pose des questions, mais là je trouvais que c'était peut-être légèrement exagéré, mais je veux pas, je suis une personne non concernée, donc je veux pas faire la leçon non plus, donc je m'écarte de cette polémique. C'est vrai que c'est bluffant à quel point il ressemble à Leonard Bernstein. Perso, parfois j'oubliais régulièrement que c'était lui. Mais voilà, pour moi, encore une fois, c'est pas le plus important. On n'est pas toujours en mode, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas toujours en mode, oh là là, incroyable performance. J'étais vraiment dans le personnage. Et je voudrais aussi mentionner à quel point Carey Mulligan, on l'a pas encore dit, qui joue Felicia, donc sa femme, est une actrice exceptionnelle et qu'elle est ici extrêmement émouvante. Passons à un autre film de plateforme, mais qui lui n'est pas sur une plateforme de SVOD, mais de VOD, toute simple, qui est dispo donc sur les plateformes type Univers Ciné, Filmo TV, etc. depuis mars. C'est le film Give Me Pity, un film très singulier, écrit et réalisé par Amanda Kramer. Film qui a été lauréat du prix du jury du Festival du film subversif de Metz au mois de juin. Alors je faisais partie de ce jury, hein, mais je dois vous confier que mon cœur allait plutôt à un autre film, Marcel le Coquillage, pour ne pas le nommer. Même si j'ai néanmoins bien aimé Give Me Pity, j'avoue que c'est un peu trop dérangeant comme film pour moi. Le format est assez atypique hein, parce que c'est filmé à la façon d'un faux show télévisé, genre show de variété des années 60. Enfin même et puis de toute façon même dans l'image, hein, on est vraiment sur ce type d'esthétique en termes de grain, je veux dire de l'image, voilà, les décors, les costumes. Et donc ça part de ce faux show autour de cette figure, cette célébrité. Hein. Et le show va progressivement, on va dire, partir en sucette, où ça va vriller vers le gore, l'horreur, enfin voilà, des univers, hein, des esthétiques qui sont très loin de ce que moi personnellement j'affectionne. Même si la performance d'actrice, on va dire, est incroyable. Hein, voilà, elle chante, elle danse, elle est exubérante de bout en bout. Et elle se trouve être la fille de Bette Midler, et donc en fait ça se voit grave une fois qu'on le sait, même si elle ne le met pas du tout en avant. Mais je savais pas, mais ça fait tellement sens. Mais oui, en fait elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, c'est marrant, parce que, en plus, ça fait sens, du coup, que c'est une star de ce genre de show. Enfin, bref, c'est, ok, oui, excellent. de cette époque-là, en fait. Ouais. Oui, c'est rigolo. Ok, bah, c'est vraiment un film intéressant. C'est vraiment, comme on dit, une proposition de cinéma, hein. Donc, si vous aimez, on va dire, les films singuliers, les bizarreries, les ovnis, comme on dit, n'hésitez vraiment pas, à aller voir Give Me Pity. Passons maintenant aux séries. Donc on mentionne que on a dédié un épisode à une série qui est sortie en début d'année qui s'appelait Up Here, donc vous pouvez aller l'écouter. Et ensuite, parce qu'on fait dans l'ordre chronologique des sorties des œuvres, on va vous parler de Schmigadoon saison 2, la saison qui est intitulée Schmicago et qui est sortie sur Apple TV+ au printemps. Et donc, après la comédie musicale de l'âge d'or avec Schmigadoon, on passe donc ici aux années 60-70 et l'ère plus adulte et plus sombre hein, de la comédie musicale. On retrouve notre couple central, hein, Melissa et Josh, qui sont maintenant mariés, mais qui trouvent leur vie monotone en tant que médecins à New York, et donc ils vont chercher à retourner à Schmigadoon, mais atterrissent dans la ville de Schmicago, un monde qui rend un hommage satirique aux comédies musicales sexy et sombres des années 60 et 70, à savoir donc les comédies musicales de Faust, de Sondheim. J'ai vraiment adoré, en fait, cette saison 2.
Je sais pas si c'est que je connaissais moins précisément les références de la saison 1, mais ici, toutes les chansons m'ont semblé être tellement des copies proches des originales qu'une grande partie, en fait, du plaisir réside dans le fait de retrouver la référence, parce qu'à chaque fois, c'est presque une chanson précise qui est parodiée. Peut-être je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que dans cette saison-là, vraiment comme tu dis, les chansons sont quasiment toutes des parodies de numéros précis, au lieu d'être juste des chansons à la manière d'eux, comme c'était dans la saison 1, même si dans la saison 1, il y avait aussi des parodies précises, comme la parodie de Dorémy, de la Mélodie du Bonheur, etc. Mais là, ça m'a semblé beaucoup plus one-to-one correspondre à une chanson, je Ouais, pense. moi aussi. Du coup, peut-être à cause de cet aspect, c'est copier-coller n'est pas le mot, mais c'est le plus proche que j'ai trouvé, je me suis dit que c'était peut-être un poil plus attendu, parce qu'on est en one-to-one de chanson à chanson, mais aussi un peu dans la manière de copier les intrigues, notamment de Sweeney Todd. Ça m'a paru peut-être légèrement plus attendu en termes d'intrigue, mais c'est toujours extrêmement plaisant. Et c'est sympa, comme tu dis, de repérer un peu toutes les références, tous les petits détails, c'est très très plaisant pour un fan de comédie musicale. Oui, j'adore en particulier Do We Shark You qui, Ouais. qui reprend le Big Spender de Sweet Charity. C'est hyper drôle parce qu'en plus c'est très méta parce que ça évoque justement tous ces clichés subversifs des comédies musicales de la fin des années 60. Oui, en plus c'est drôle parce que ça montre le décalage avec aujourd'hui, parce que ce qui était supposé être provocateur et choquant dans les années 70 ne l'est plus trop. Par exemple, des femmes qui sont dénudées sur une scène, des hommes qui sont habillés en femmes. Tu vois la réaction des deux personnages principaux qui regardent, qui sont là, non, Oui. ça nous choque pas, non? Outre cette référence à Sweet Charity, on a aussi des références à Cabaret, Chicago bien évidemment, Sweeney Todd, tu l'as dit, Pippin. Ouais, il y a aussi Company, Hair, Jesus Christ Superstar, Godspell, Chorus Line, voilà, la totale. Moi, je pense aussi au numéro exceptionnel de Jane Krakowski, Bells and Whistle, Oui. qui est dans un tribunal, et qui est pour le coup un mélange de plusieurs références, où au bout d'un moment on était là, arrêtez les références, arrêtez. Mais c'est génial. Donc c'est référence à Razzle Dazzle, donc la chanson de l'avocat dans Chicago, à Dance 10 Look 3 musicalement, donc la chanson de Chorus Line. Il y a tout un passage où ça ressemble vachement à Getting Married Today, la chanson super rapide de Company. Il y a un moment qui est parodique de We Both Reach for the Gun, la chanson des marionnettes de Chicago. Enfin, c'est vraiment un grand numéro exceptionnel et Jane Krakowski est vraiment incroyable. J'ai adoré également Talk to Daddy, qui est un numéro qui est parodique de Rhythm of Life, le numéro des hippies de Sweet Charity. Ça, c'est vraiment aussi hyper plaisant. Il y a toute une partie de l'intrigue qui se déroule dans une espèce de camp hippie. C'est vraiment un plaisir, encore une fois, cette série. Le casting est toujours aussi chouette. Et en plus, on a l'arrivée supplémentaire de l'ami Titus Burgess, qu'on adore, dans le rôle du narrateur. Oui, ce casting, c'est plus 5 étoiles, hein, c'est 1000 étoiles de voilà, des meilleurs interprètes de comédie musicale aujourd'hui, quoi. Donc c'est super chouette. Et justement, on retrouve les mêmes acteurs que dans la saison 1, mais qui donc jouent d'autres personnages dans la ville de Chicago. Et c'est méta parce que Melissa et Josh eux-mêmes reconnaissent en fait les interprètes et commentent le fait que un personnage qui jouait un rôle très très gentil, une petite fille toute mignonne dans la version Schmigadoon des années 50, là est une prostituée qui joue dans un cabaret dans les années 70. Donc ils commentent la métamorphose et commentent la reconnaissance des personnages d'une saison à l'autre, donc c'est rigolo. Un peu comme dans la saison 1, je trouve la conclusion très jolie mais trop rapide. J'aurais aimé en savoir plus sur les aspirations des personnages, sur leur évolution. C'est dommage, hein, c'est comme dans la saison 1, c'est simplement le fait qu'on a que 6 épisodes, et c'est trop court, on en veut plus. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est, je suis pas sûre qu'il soit prévu d'avoir une autre saison, pourtant on pourrait explorer plein d'autres univers de comédie musicale. J'aimerais énormément que cette série continue, parce qu'elle est vraiment extrêmement maligne, drôle et intelligente, et aussi émouvante à certains moments. On a peut-être l'impression qu'ils ont mis tellement de spectacles et de trucs qu'à chaque fois ils s'épuisent en 6 épisodes en fait. Ouais, c'est ça. Série dont on vous a déjà parlé, qui a été disponible, mais qui ne l'est plus, dans un truc vraiment très bizarre, à la rentrée, pourtant qui était très bien, c'est la série Grease, Rise of the Pink Ladies, dont on vous a parlé dans notre épisode spécial sur Grease, donc en septembre dernier. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Nous allons parler d'une série exceptionnelle qui arrive à sa dernière saison. Il s'agit de High School Musical, The Series, saison 4. Et comme d'habitude, on va être assez intarissable sur cette série.
Mais bon, c'est la dernière saison. Alors vous nous autorisez, indulge us une dernière fois, de passer 3 plombes sur High School Musical, qui est toujours plus méta de chez méta, supra-méta, puisque l'intrigue de cette saison 4 met en scène le tournage du 4e volet de la saga cinématographique High School Musical, 4e volet qui n'existe pas en vrai, hein, et dans laquelle on a réunion des anciens des films, mais pas les plus connus, hein. Je vous dis tout de suite, ne vous attendez pas à voir Zac Efron et Vanessa Hudgens, ni même Ashley Tisdale. Ils ne sont pas là, c'est les un peu moins connus qui sont là. Et donc, il y a ce tournage du film donc qui va se dérouler sur le lycée, où nos personnages vont. Et donc, on va avoir concurrence entre ce projet de film qui se tourne dans le lycée et évidemment le projet de Miss Jen, la professeure, de monter High School Musical 3, la version scénique, avec les élèves. À tel point, enfin, c'est tellement méta que moi, au début, j'avais rien compris. Parce qu'on a un début in medias res avant un flashback, en fait. Tout est construit sous forme de flashback. Et on commence sur le tournage de High School Musical 4 avec les acteurs de la série originelle. Mais moi, je savais pas s'ils étaient eux-mêmes ou s'ils étaient leurs personnages de High School Musical. Donc, j'étais totalement perdue. J'ai même écrit un message en direct sur Facebook à Anna pour dire « Que faire? Je ne comprends rien !» Après, on finit par comprendre, mais le début, mais je pense, c'est volontairement nous fait perdre un peu. On se dit, mais où on est? Et donc, avec ce tournage du 4e film, cette saison va être l'occasion d'une parodie plutôt marrante, j'ai trouvé, de Hollywood et de ses travers. Même si, évidemment, c'est pas extrêmement original. On a déjà vu ça avec les stars qui font des caprices, la réalisatrice relou, etc. Au prime abord, hein, cette réalisatrice donc du film dans la série, elle est vraiment l'antagoniste caricaturale par excellence contre les valeurs de la comédie musicale. Par exemple, elle dit des abominations comme le fait que elle a qu'à couper les chansons si besoin. Elle fait un film de festival, elle recherche les récompenses, la reconnaissance critique. Elle connaît même pas High School Musical, la franchise, hein, elle a pas vu les films originels. On a vraiment ici l'opposition caricaturale entre art, un cinéma d'auteur d'une part et entertainment, comédie musicale d'autre part. Alors j'avoue que comme souvent dans High School Musical, j'ai totalement fast-forwardé les chansons. Il y a peu de numéros marquants pour moi, sauf peut-être le numéro de Halloween qu'ils font à un moment donné dans les couloirs du lycée, et aussi les recréations des numéros de High School Musical 3 que je trouvais assez réussis. Autrement, c'est quand même juste souvent eux qui chantent sans beaucoup de mise en scène. Oui, c'est vrai que les numéros sont pas hyper marquants cette saison, je trouve encore moins que les saisons précédentes où il y avait quand même quelques highlights. En gros, je me souviens d'aucun numéro, c'est pas du tout ça qui m'a marqué dans cette saison. C'est vraiment plus l'intrigue, les personnages. Donc c'est la dernière saison, donc tout est en mode c'est bientôt la fin, Sniff, c'était quand même trop bien. On a des personnages qui reviennent, qui avaient un peu disparu, comme Seb, EJ, Big Red. Mais bon, Nini ne revient pas, hein. Olivia Rodrigo, elle a vraiment pas que ça à faire désormais. Les derniers épisodes, en fait, de la saison et donc de la série m'ont fait vraiment tellement rire, tellement ils étaient clichés. Dans l'épisode 6, par exemple, ils sont tous hyper nostalgiques, là, les membres de la troupe dans le lycée. Ils sont en mode tout est foutu, il y a des vrais faux, je sais pas trop, flashbacks sur leur début à East High et notamment le passage de relais à la nouvelle génération de Drama Kids, avoir une grosse vibe Glee à ce moment-là, en mode comment continuer le club au-delà du fait qu'on va avancer dans notre parcours scolaire, quoi. C'est totalement Glee. Ce côté nostalgique, et dans Glee, l'avant-dernier épisode, c'était un épisode flashback qui revenait sur leur début, comment ils avaient commencé le club et tout, donc là ça paraît une influence évidente. Je trouvais aussi qu'on avait une influence de The Prom avec cette espèce de Deus Ex Machina où les stars de cinéma vont venir tout sauver. Le projet de comédie musicale des lycéens. À l'épisode 7, ça m'a fait aussi beaucoup rire ce moment où ils décident de tous régler tous leurs problèmes pendant le spectacle. Parce que c'est vraiment le meilleur moment pour résoudre tous les conflits qui ont surgi au cours de ces 3 dernières années. Et pareil, hein, dans cet épisode, ce double épisode 7 et 8, on a ce truc où ce qu'ils vivent dans le spectacle résonne tellement avec ce qu'ils vivent dans la vie que c'est ridicule. Enfin voilà. Et bien vu finalement Disney, hein, de mettre en lumière que vous ne faites que reconduire la même intrigue 1000 fois, mais en nous disant que c'est fait exprès, ce n'est que pour mettre en valeur le lien entre spectacle et vie.
Ce n'est pas du tout qu'on n'a pas d'idées ou d'autres d'idées de scénario. Non, c'est fait exprès. Ils sont tricky parce qu'à la fois, le dernier épisode notamment est interminablement sentimental. C'est une plaie. C'est vraiment mais pénible de cucuterie. Et bon, en même temps, finalement, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu, voilà, de faire un petit sniff, quoi. C'est la fin d'une série que j'ai regardée en entier. Pendant toute la saison, il y a un focus assez important mis sur Ricky, j'ai trouvé, comme vraiment personnage central. Et au final, je me suis dit, c'est presque comme si toute la série consistait à regarder ce jeune homme sensible et très souvent énervant, il faut le dire, grandir. Il y a ça, et il y a aussi le fait que pendant les 4 saisons, on a vu Gina devenir une star. On l'a pris à ses débuts jeunes où elle était un peu bitchy et tout ça, et elle est devenue, voilà, je vais pas spoiler ce qui va se passer, mais elle devient une star à la fin de la saison 4. Et on a d'ailleurs droit à une interminable scène, là, quand je disais que c'était pénible le dernier épisode, où elle s'adresse à chaque personnage pour dire à chacun ce qu'il ou elle signifie pour elle dans son parcours. Du coup, ça fait vraiment de Gina, elle devient ultra centrale dans cette saison-là, et notamment dans ce dernier épisode. Et la saison s'achève étonnamment sur une chanson de Wicked, For Good. Évidemment très adaptée vu le thème, hein, puisque For Good, vous savez sûrement, c'est une chanson sur comment on est changé par nos rencontres, par nos amitiés. Mais ça m'a surprise qu'il termine pas du tout sur une chanson Disney. Autre petite remarque, promis, on a bientôt fini sur High School Musical. Mais voici quelques autres détails qui nous ont marqués. Au tout dernier épisode, à la fin du récap, on a Ricky qui dit By the way, who the fuck are you guys? En parlant des personnes qui tiennent la caméra finalement de ce faux documentaire, comme si ce n'était qu'à la toute fin du dernier épisode qu'il se demande à qui il parle depuis 4 saisons. Ce qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'est Miss Jen qui se dit « Ouh là là, on m'a offert un rôle principal dans Wicked, mais je vais devoir quitter mon poste au lycée du coup. Que faire ?» Ah mais oui, c'est vrai. Quel dilemme. Le dilemme est tellement grand. Bon, là, j'en pouvais vraiment plus. J'étais aussi personnellement très énervée que Courtney renonce à des Ivy League schools avec, voilà, il y a toujours cette idée que on est mieux proche de chez soi, c'est pas grave de renoncer. Enfin, je sais pas, je suis un peu contre cette philosophie de c'est pas grave de renoncer à la meilleure école. Enfin, voilà. Et j'ai aussi trouvé assez cringe tous ces graduates qui veulent rester au lycée pour tutorer notamment la génération suivante. Là aussi, on a une grosse vibe Glee, hein, parce que c'était aussi le choix que faisait le personnage de Finn de rester auprès du Glee Club plutôt que de poursuivre des études supérieures. Alors tu as cité des choses cringe avec lesquelles je suis d'accord. Je vais citer quelques trucs que j'ai bien aimés. La conversation assez touchante entre Ashlyn et Big Red, qui était un couple dans les saisons précédentes, qui font leur coming out bi réciproque. Donc ils ont tous les deux découvert qu'ils étaient bi. Et leur histoire d'amour se termine parce que voilà, ils ont rencontré d'autres personnes. Se termine sans grand drama et ils vont rester amis. J'ai trouvé ça plutôt bien écrit et touchant. J'ai trouvé aussi, encore une fois, c'est tout le côté retors de Disney, hein, parce qu'ils se moquent. Il y a un personnage de jeune acteur qui est ultra connu parce qu'il jouait dans des séries Disney Channel, notamment une série où il était le héros avec un chien, et donc ça se moque un peu des séries cucu de Disney Channel, mais en même temps c'est Disney qui se moque de Disney, donc on les regarde un peu en mode ouais vous vous moquez mais pas vraiment. Enfin voilà, c'est toujours le truc tordu depuis le début de cette série. Et enfin, c'est un détail, mais il y a la révélation que le personnage qui est joué par Andrew Barth Feldman, qui est un artiste aussi de Broadway, qui a joué notamment dans Dear Evan Hansen, etc., qui était présent dans la saison 2, et il jouait un Français, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, mais n'importe quoi, c'est tellement pas crédible qu'il soit français. Et là, il est révélé qu'en fait, il n'était pas vraiment français. Donc très bonne idée, peut-être qu'ils ont eu des remarques, ou peut-être que c'était prévu depuis le début, parce que son accent français était tellement nul, et je l'avais dit. Donc très bonne idée High School Musical d'avoir finalement dit non mais en fait il était pas français. Peut-être que Disney écoute All That Jazz et que on a quelques messages qu'on aimerait faire passer à ce moment-là. Ah mais ça serait génial s'ils nous écoutaient. Alors moi j'aimerais des entrées, j'aimerais un pass annuel pour Disneyland Paris parce que je suis née le 12 avril et que ça me semble